Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Monsieur Philippe Bana, bonjour et merci d'avoir accepté l'invite pour Andé. Bonjour les amis. Alors vous êtes directeur technique national depuis 99. Alors j'imagine que les auditeurs se posent la question du rôle du DTN et pouvez-vous nous expliquer un peu votre fonction? En fait c'est le manager, c'est le capitaine du bateau, c'est-à-dire il y a un bateau où il y a les filles, les garçons, les entraîneurs, le handball professionnel, les gamins, le mini-hand, le handball, et dans là il y a quelqu'un qui est avec les autres, parce que c'est un boulot collectif obligatoirement, essaye de conduire le bateau comme il peut. Depuis 20 ans on a plutôt de la chance puisque c'est un bateau qui a pris un bon cap. C'est un boulot où on est 60 en France à essayer à copiloter ces fédérations sportives. La fédération de hand c'est sans doute une des plus belles histoires qu'on ait eu à vivre, et c'est un boulot passionnant, prenant, bouffant. Je suis depuis 48 heures maintenant, après avoir passé un mois en Serbie avec mes filles. On va passer une bonne quinzaine de jours à Barcelone là, et ce rôle-là, c'est un rôle dynamique, moteur. Il faut faire jouer les gens ensemble comme Claude Nesta fait jouer ses joueurs ensemble. Alors, vous parliez de bateau tout à l'heure et on va reparler de l'année 2012 qui a été assez riche en émotions. Et d'ailleurs, on a senti de temps en temps le bateau un peu tangué peut-être parce que les amoureux du hand ont vécu vraiment une année riche en émotions. Et on a l'impression que dans les mémoires collectives et surtout dans certains médias, on retient l'affaire du plateau de l'équipe et des paris truqués au détriment de l'exploit des JO. Alors avec le recul, quel regard vous portez sur cette année 2012? Plusieurs. D'abord, un regard fort sur les garçons, sur les projets, ou être double champion olympique consécutivement, c'est des choses qui n'étaient pas arrivées depuis des lustres, depuis les temps de l'ancienne URSS, ou de ces grandes nations qui avaient étouffé le handball à l'époque. Les garçons viennent de faire ça. C'est une année 2012 sur laquelle, on va dire, dans les 6 premiers mois, personne n'aurait parié un euro sur eux. Il y a eu cette force de caractère de faire ça. Donc ça, c'était pour nous un très grand moment. C'est aussi cette année pour nous le passage, là, on s'approche progressivement du demi-million de licenciés. Quand j'ai eu la chance de démarrer dans les années 96, on n'était même pas à la moitié de ça. Donc il y a là quelque chose qui est très fort. On rejoint, on dépasse les baskets, on est avec le judo dans ces grandes fédérations olympiques. Il y a une petite tristesse pour les filles tout au long de cette année d'avoir tant travaillé pour être passé à côté de ces résultats, pour un ballon qui roule, une difficulté, d'être à chaque fois aux portes du quart de finale et des demi-finales. Donc plutôt un bal qui va plutôt bien. Et puis une épreuve, celle qui est une épreuve médiatique, c'est celle qui nous a poussé je dirais la souffrance tout au long de l'automne, juste après ces Jeux. Ouais. On va surtout parler de cette affaire de Paris parce qu'elle a marqué les esprits. Elle a surtout été montée parfois en mayonnaise de manière excessive contre les athlètes par les médias. Cette épreuve, c'est une épreuve que le handball prend volontiers comme quelque chose de fort, quelque chose qui doit dépasser. Quand on s'en empare, vous savez, aujourd'hui on est à Barcelone, là. Je pense qu'on va en sortir grandi. Plutôt que de dire bien, pas bien, il faudra de toute façon sanctionner ce qui est sanctionnable. Il fallait sélectionner qui était sélectionnable. C'est ce qu'on a fait pendant toute cette période, en se battant comme une famille de handball qui doit rester rassemblée malgré la difficulté, qui doit sanctionner quand si elle doit la sanctionner. Je crois qu'on va en sortir plus fort. Je crois que les joueurs vont en sortir plus fort. Je crois que Nicolas Karabatic et d'autres vont en sortir plus fort. Ils ont là puisé dans la difficulté, dans la souffrance, de quoi peut-être avoir une meilleure énergie dans ce mondial-là. Donc c'est une année un peu curieuse, mêlée de choses extraordinaires, de moments de souffrance, mais comme d'habitude, le handball va sortir sort par le haut de tout ça. Et peut-être c'est ça la grande satisfaction, c'est peut-être dans cette souffrance d'avoir su se fabriquer un tremplin pour rebondir. Monsieur Philippe Bana, bonjour, Fabien Mulot. Moi justement, ma question c'est, vous avez évoqué justement cette deuxième partie de l'année 2012 difficile. Est-ce que justement ce mondial en Espagne en début d'année, c'est l'occasion pour le handball français finalement d'effacer un petit peu tout le côté noir et négatif qu'il y a eu en 2012? C'est pas une occasion. Il y a une espèce de paradoxe qui est que tout ça a été une épreuve
qui a généré assez curieusement, et sans doute comme d'habitude, le handball qui s'est toujours cherché dans la souffrance, dans les moments difficiles, dans les épreuves, de l'énergie, qui a trouvé non pas une occasion de redorer son blason, parce qu'il n'y a pas besoin de le redorer, mais vraiment une énergie spectaculaire. J'étais avec Nicolas quand on a resélectionné lorsqu'il est revenu avec nous sur Rouen pour jouer son premier match CAIF. J'ai eu l'impression de revoir un gamin de 12 ans qui avait envie de s'éclater avec ses copains, qui me disait tu peux pas t'imaginer, j'ai jamais eu envie d'un entraînement hier. Donc tout ça a fabriqué une énergie qui n'est pas simplement l'occasion de dire ah tiens ça va mieux, on a oublié ça. C'est vraiment l'idée de dire bon sang, la famille a eu du mal, on va se bouger, et surtout on a une envie folle de continuer à prouver qu'on est sur le toit du monde. On a souffert tout cet automne, et ben on va montrer que tout ça a été passé. On va montrer surtout notre formidable énergie d'aller de l'avant et de continuer à gagner. C'est finalement peut-être une forme de chance, parce que ça aurait pu arriver à n'importe quel sport, mais c'est peut-être une forme de rebond qui va nous pousser à encore nous dépasser, ce qui était un peu notre marque de fabrique. Vous parliez de Nicolas Karabatic, c'est vrai qu'il nous a montré, rien qu'avec les matchs amicaux contre l'Argentine et son 15 sur 15, qu'il monte en puissance, et il n'est pas du tout gêné par, on va dire que son avenir avec Montpellier qui est très flou. Je crois que Montpellier veut s'en séparer. Pour l'instant, il a pas. Enfin voilà, ça l'empêche pas. Vous le sentez bien quand même pour ce mondial-là? C'est impressionnant, je vous assure. Il y a une espèce de sourire, de sérénité. Il y a une puissance qui se dégage naturellement de l'homme, une forme de capacité à sentir qu'on va le retrouver comme quand il était très jeune et qu'on savait que ça allait être le meilleur joueur du monde, un formidable potentiel. Il y a plein d'indices, des petites choses qu'on voit au quotidien où on sent que ça peut exploser. Après, je peux toujours me tromper, mais là, franchement, moi qui ai vu une vingtaine de mondiaux et d'euros et de JO confondus depuis 15 ans et qui a eu la chance de les vivre, il y a là une forme d'énergie chez lui on a une grenade qu'on va dégoupiller, quoi. Fabien? On vous sent, Monsieur Philippe Banin, on vous sent extrêmement serein à vous entendre. On sait que vous êtes en Espagne maintenant, donc vous êtes au contact du groupe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur l'état d'esprit qui règne, l'ambiance? On sait qu'il y a eu aussi l'annonce du groupe de 16 joueurs avec des joueurs écartés. Est-ce que ça a altéré l'ambiance du groupe, ou est-ce que justement il est toujours au beau fixe? Non, pas du tout. Ce groupe, il a une espèce d'ossature qui vit et on vit sur une ossature qui est celle déjà de 2008 pratiquement. Donc les anciens sont là, il y a une forme d'apaisement, il y a cette espèce de renouvellement par tiers où ce matin Frédéric Sorendo à la conférence de presse a pris la parole pour dire je suis pas encore un ancien, mais j'ai des choses à dire. Donc chacun, comme c'est un petit renouvellement en fait au fur et à mesure, les gens s'affirment au fur et à mesure de l'histoire. C'est le cas de Cédric aujourd'hui, ce sera le cas d'autres demain. Donc il y a une forme de pérennité de l'équipe de France, on peut dire ça comme ça. Ici, une espèce d'ambiance de... Après, il faut pas raconter l'histoire, c'est pas comme une pièce de théâtre ou un cinéma. Le scénario est même à la fois, c'est pas un jeu où on joue et à la fin c'est l'équipe de France qui gagne. Aujourd'hui, le Danemark, la Tunisie, demain soir, va vouloir nous tuer, ça c'est très clair. Tout va se jouer comme d'habitude à un but, un ballon qui va taper la main de Thierry Omeyer ou taper sur le poteau ou rentrer. C'est pas un jeu si simple que ça où il faut attendre le 25 janvier pour qu'on se retrouve en finale. Tout va se jouer, notamment marquer le territoire en première semaine, et attention à ce chaos système des mondiaux qui a redémarré maintenant, hein, où on se retrouve avec comme au foot des huitièmes de finale, tout peut disparaître du jour au lendemain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une énergie et une volonté folle de continuer à raconter cette histoire. Alors, Philippe, on sent depuis les JO, même peut-être avant, depuis l'Euro manqué, que c'est un peu tendu avec la presse. Est-ce que les joueurs ont quelques consignes justement envers certains médias? Non, le hand, c'est pas ça. Le hand, c'est la spontanéité, la proximité. L'attention, elle a été liée, je pense, il y a une forme, c'est sporadique, c'est pas toujours la même chose. Il y a des fois certains médias qui poussent le bouchon sur les entraîneurs, qui poussent le bouchon et qui créent parfois des situations de tension extrême en adorant. C'est un petit peu les jeux du cirque dans lesquels on joue, hein, qui clouent au pilori les gens, puis qui les descendent, puis qui les remontent. Bon, c'est un exercice complexe, c'est un exercice parfois où même nous on a joué et bien joué, hein,
en disant, regardez, on dit vous êtes mort, vous n'êtes pas mort. Et bon, donc c'est un jeu complexe, mais encore une fois, nous, on n'est pas là-dedans. C'est-à-dire, aujourd'hui, les médias, il y avait 40 journalistes ce matin à la conférence de presse dans la toute petite salle avec Jérôme Fernandez et Cédric Sorando. Il y avait vraiment de la sérénité. On est allé embrasser les journalistes, les joueurs sont allés discuter avec eux. Il y a même de l'amitié, quoi. Parfois, les médias vous font jouer ou vous font jouer un jeu qui est un jeu un peu de cirque, mais tout ça n'est pas bien méchant. Et puis franchement, au handball, c'est pas le truc, quoi. On est plutôt ouvert, proche des gens, que enfermés sur nous-mêmes, à nous planquer. Je pense que les Jeux olympiques sont générateurs parfois de cette image. Enfermés comme on est dans le village olympique, parfois les gens nous disent, mon Dieu, ils sont repliés sur eux-mêmes. On n'est pas repliés sur nous-mêmes, on est juste des athlètes enfermés par la charte olympique dans un endroit dont on n'a pas le droit de sortir facilement. Et c'est ça parfois qui crée des choses qui n'ont rien à voir avec la chaleur des handballeurs. C'est clair. Fabien? Ouais, moi j'avais juste une question par rapport à ça, puis ensuite peut-être parler de la poule de l'équipe de France. Est-ce que finalement les joueurs de l'équipe de France et peut-être le sélectionneur Claude Onesta, ils ont tiré un trait sur un petit peu sur la perception qu'ils pouvaient avoir notamment du journal L'Équipe qui avait pu parfois être un petit peu difficile avec l'équipe de France, notamment au début de l'année avec l'Euro en Serbie. Est-ce que ça c'est derrière eux parce qu'on a eu l'impression justement au niveau des Jeux de Londres que ça leur a été resté en travers de la gorge. Maintenant c'est fini, c'est effacé, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Oui, je crois qu'on est bien passé à autre chose. Et encore une fois, ces choses-là sont déjà arrivées dans l'histoire. Ceux qui ont de la mémoire, aux Jeux Olympiques de Sydney, des chutes pendues, aux Jeux Olympiques d'Athènes, puisqu'en 2000, Daniel Costantini s'était quasiment arrêté sur cette compétition. En 2004, à Athènes, on était sorti avec un article qui s'appelait Sur les ruines d'Athènes. Bon, tout ça fait un petit peu partie du jeu. Et je vous dis, on a embrassé les journalistes de l'équipe comme des amis depuis toujours ce matin. Il y a pas de, il y a même du plaisir à se retrouver pour ces jours ensemble. Hein. On est tous français, et je pense tous heureux que l'équipe de France fonctionne et marche. Juste par rapport au niveau de la poule de l'équipe de France, vous disiez justement que voilà, l'équipe de France allait devoir marquer les esprits, marquer son territoire en première semaine. Est-ce que quand on regarde le niveau des adversaires qui attendent l'équipe de France en première semaine et sur la poule, est-ce qu'on pourra finalement en tirer des conclusions? Il y a un paradoxe à jouer des équipes qui sont assez identiques. Par exemple, pour ne prendre que la Tunisie et l'Allemagne, et les grands anciens de ces équipes ont disparu. On a là des jeunes avec le couteau entre les dents. Nous, avec une équipe qui est plutôt à maturité. Donc, le danger, c'est de se croire plus beau qu'on est dans un championnat du monde qui fait la part belle aux grandes équipes en première semaine et qui après vous tue à coups de ciseaux. Par le système des huitièmes de finale et des quarts de finale. Donc, si on s'endormait dans la première semaine, on prendrait le risque avec des enchaînements de matchs comme on va en faire demain avec la Tunisie, ensuite avec le Brésil, l'Argentine, de s'endormir, de passer au travers d'une place qui doit être obligatoirement la première ou la seconde pour nous en fin de semaine si on veut un bon huitième de finale. Donc, faire très attention. Tunisie, Allemagne, ce sont des équipes, encore une fois, qui ont rajeuni après les Jeux, ce qu'on n'a pas fait, et qui aujourd'hui sont prêtes à tout pour nous découper en rondelles. C'est la gueulante qu'a poussé Claude Onesta ce matin dans la conférence avec les joueurs en disant, écoutez, si vous voulez vous endormir, toutes les conditions sont réunies, moi je veux vous réveiller, je vous garantis. Donc ça commence par cet enchaînement de deux matchs dans les 48 heures qui viennent, marquer le territoire tout de suite, pour pas se mettre en difficulté et se mettre... c'est ça une équipe qui meurt ou qui naît, ça s'est arrivé aux Suédois dans les années 2000, ils se sont fait découper en rondelles subitement, parce que les jeunes comme nous avaient envie d'en aller ras-le-bol de cette nation qui gagnait tout, et qu'un jour on les a fait disparaître. C'est cet endormissement qu'il faut éviter. Bonjour Philippe Bana, Pierre Vingeot. Justement, sur les autres nations qui veulent taper l'équipe de France, est-ce qu'on peut pas essayer d'aller voir plus loin et penser à l'Espagne qui est chez elle, la Croatie qui depuis quelques années perd contre l'équipe de France, même chose avec l'Islande qui en plus est souvent présente dans les grands rendez-vous. De qui l'équipe de France doit-elle avoir peur? Franchement, d'abord d'elle, hein, c'est le message de Claude Onesta ce matin en disant attention, si vous voulez vous endormir, moi je vais vous réveiller. Et vous avez pratiquement tous cité. Vous avez peut-être oublié le Danemark, qui aujourd'hui est la plus grosse puissance mondiale. La Hongrie aussi, qui est pas mal. Voilà, donc il y a là un cocktail de gens. Et de la liste que vous avez donnée, je vais retenir l'Espagne parce que franchement, dans la situation actuelle, quand on a vu la dernière compétition de foot, dans la situation de crise que vit l'Espagne aujourd'hui, on peut s'attendre à des comportements
comme d'habitude dans un pays qui joue à la maison, de dingue, où ils vont se surpasser, où ils vont incontestablement, pour moi, hein, en termes énergétiques, en plus, être les favoris de ce mondial. Alors, si l'équipe de France arrive, et on le souhaite, hein, en finale et remporte le titre, est-ce qu'il y aura des primes individuelles aux joueurs? Oui, comme toujours, c'est la même chose depuis 20 ans chez nous, depuis que je suis là. C'est-à-dire, il y a une prime à la médaille d'or, à la médaille d'argent, à la médaille de bronze, qui sont d'ailleurs les mêmes pour les filles que pour les garçons, de 40 000, 25 000 et 20 000 euros par joueur. Elles n'ont jamais été changées depuis 15 ans. C'est la même chose, et encore une fois, c'est un système qui est à parité, c'est-à-dire qui donne autant aux filles qu'aux garçons. C'est bien. Tout le monde me regarde en me disant qu'est-ce qu'ils font, ça. Mais bon, c'est comme ça. C'est dehors, c'est comme ça. Alors, un petit mot juste pour l'après le mondial. On sait que Didier Dinard, à l'image de Guillaume Gilles, va normalement mettre un terme à sa carrière. Est-ce qu'il restera dans le staff de l'équipe de France, Didier? Oh, c'est encore bientôt pour en parler. Il poursuit sa formation. Il est aujourd'hui en contrat avec le Paris Saint-Germain qui souhaite le conserver comme entraîneur adjoint, comme entraîneur responsable de la formation. C'est quelqu'un qui effectivement pourrait, parmi d'autres, hein, parmi tant d'autres, parmi tant de bons entraîneurs français de clubs, seconder Claude Resta, hein, puisqu'il veut bien se faire appeler sélectionneur, mais moi je vous garantis qu'il y a un seul entraîneur dans l'équipe de France qui s'appelle Claude Resta. C'est lui qui a poussé la gueulante ce matin, c'est lui qui choisit les joueurs. Bon, il y a tout un tas de tâches qui s'est affranchi, mais aujourd'hui, s'il y a des changements en équipe de France en termes de staff dans la tête qui vient, ce sera sur on va dire sur la composition du staff, pas sur son patron, très clair. Et Didier, pourquoi pas, comme un autre, avance sa carrière, il passe ses diplômes d'entraîneur, et ses connaissances en défense sont intéressantes, pourquoi pas un profil comme ça, mais pour l'instant, on en est encore là. On fait un truc après l'autre, vous voyez, on est un peu monotache, on va essayer de faire le mondial, après on va essayer de voir comment on va se débrouiller. Et c'est vrai que Didier me disait ce matin, en son entraînement, vivement que là, vous m'engueulez, hein, mais dans 6 mois, vous ne me supporterez plus, ça vous fera les pieds. Vous allez me dire que vous n'anticipez peut-être pas jusque-là, mais il y a Didier Dinard, Jérôme Fernandez, Guillaume Gilles qui a déjà annoncé sa retraite. Toute cette génération a exprimé le souhait d'entraîner et d'aider l'équipe de France, comme elle l'a fait en tant que joueur maintenant, de le faire en tant que coach. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour les intégrer à la Fédé? Et deuxième petite question, est-ce que tous ces joueurs ne vont pas plus tard se battre pour avoir l'équipe de France? Non, d'abord, c'est nous qui ferons les arbitres du truc. On a la chance d'être quelques anciens, hein, Claude, moi et d'autres, à tenir la barre pour éviter que ça secoue trop. Et s'il y a des choix à faire de compléments, encore une fois de compléments de staff, hein, aujourd'hui Sylvain fait parfaitement son travail d'entraîneur. On n'est pas obsédé par la vitesse de tout ça. Mais encore une fois, ce sont des changements à la marge, donc il ne faut pas faire je vous dis, le boss. Le boss, ça reste Claude Onesta et ça va rester Claude Onesta. Alors, avant de vous remercier, dernière petite question quand même sur Daniel Narcisse, qui a été élu meilleur joueur du monde. J'imagine qu'à titre individuel, ça a dû lui faire plaisir, et puis à tout le monde du handball français. Ah ouais, il y avait une espèce d'énergie. Franchement, je vous dis ce que je pense. Je le croise sur tous les terrains du monde. Je les croise au Super Globe au Qatar, une semaine après les Jeux Olympiques au mois d'août. Parfois, Toulouse, quand il est oppressé par le nombre de matchs dans l'année, il se replie un peu, il manque un peu d'énergie, il se dit est-ce que mon corps est encore capable de faire tout ça? Là, franchement, cette nouvelle, elle lui a donné 20 litres d'essence pour faire toute l'année tranquillement. Hein. Ça lui a donné de l'énergie, ça a fait plaisir, ça lui a donné du courage, du sourire. C'était enfin une récompense méritée, une stratosphérique. Donc c'est plutôt, on va dire qu'on a rempli le réservoir de Daniel Narcisse pour tous les temps qui viennent et tout le monde dans l'équipe était très heureux et Dieu sait s'il a des concurrences. Cette récompense est vraiment heureux pour lui, c'était ses sourires là qui comptaient beaucoup. Alors il a été laissé au repos pendant les 2 matchs, là comment physiquement ça va? Donc il est apte pour le mondial et le premier match de demain? Ouais, il va... Encore une fois, c'est toute la gestion d'un mondial, c'est son dosage, mais celle d'un athlète de très haut niveau, c'est son dosage. Il ne faut pas pressurer les athlètes comme des citrons. Je pense que Claude Onesta connaît très bien ça. Il a la chance d'avoir de très bons jeunes qui peuvent tenir la baraque. Jérôme Fernandez dit ce matin, je suis pas en super forme, mais n'inquiétez pas, je peux tenir la baraque. Il faudra qu'on partage le temps de jeu. C'est ça l'idée. Partager le temps de jeu pour essayer, comme Daniel Narcisse le dit souvent, ça s'économiser pour aller le plus loin possible.
Bah écoutez, Philippe, on vous remercie, vous êtes resté un peu plus longtemps que prévu, mais c'est vrai qu'on voit pas le temps passer, c'était très instructif. Et bah écoutez, on souhaite vraiment un